Appelé à effectuer en moyenne 40 week-ends de campagne gratuite de santé par an, Ascovim pour ce périple vers le Cap Sugodola, un village de l'extrême nord Cameroun, situé à des centaines de lieues de Yaoundé, sa base arrière. 6 heures ce 3 mai 2017, la machine s'ébranle. Environ 820 km à parcourir. Dans le bus, l'ambiance est bon enfant. Pour tuer le temps ici, chacun fait comme il peut. Pendant que certains s'amusent en se faisant des vannes, d'autres sont soit accrochés aux écouteurs de leur téléphone, musique à fond, soit plongés dans les lignes de leurs bouquins. Comme à chaque voyage, les campagnes humanitaires d'Ascovim constituent un moment de tourisme express. À mesure qu'on avale les kilomètres, les paysages se succèdent, savanes, forêts, plaines, le tout saupoudré de bâtisses qui rappellent les différents aires culturels du Cameroun. Yaoundé-Goudoula n'étant pas la porte d'entrée, des pauses vont s'imposer. Après de longues heures de voyage, l'atmosphère devient de plus en plus pesante. En témoignent ces visages défaits par la fatigue. Même les plus téméraires passent à la trappe. C'est donc dans cette ambiance où quasiment tous les bénévoles sont bercés par le sommeil que le bus va mettre le cap sur Maroua, un arrêt nocturne qui ne sera pas de tout repos. Ascovim, ce jour se retrouve à Maroua pour une campagne de santé à Godela qui est organisée par Monsieur Amadou, qui est un frère et ami. Godela, c'est sur la route de Mora, avant d'arriver à Mora. Et Monsieur Amadou a décidé de soulager les souffrances de ses frères et amis. Donc nous sommes en train de nous préparer pour une campagne d'1 millier de personnes qui recevront des soins de santé gratuits. Ces soins de santé sont spécialisés. Il y aura l'ophtalmologie, il y aura les soins dentaires, il y aura les soins de chirurgie et il y aura les soins de médecine interne. C'est ici à Maroua, précisément chez M. Amadou, demandeur de cette campagne, que le premier travail de ruche va commencer. Médicaments, carnets et autres consommables médicaux sont classés selon les pathologies. J'ai pris soin de toi dès ton origine. Puis un exercice où aucun détail n'est à négliger et pour cela, le Dr Boel veille au grain. Actuellement, là, nous sommes en train d'arranger notre matériel pour la campagne de demain matin qui commencera à 7h30. Rattrapés par la fatigue du très long trajet, certains de ces jeunes hommes et femmes qui ont fait de l'humanitaire leur passe-temps favori ne pourront pas tenir le rythme au point de s'endormir. Et leur posture en dit long sur le degré de leur épuisement. Un travail de fourmilière qui se déroule sur le regard de M. Amadou, élite de Godola, qui a vu sa maison transformée en pharmacie le temps d'une escale. Après une nuit riche en boulot, le jour se lève et les bénévoles s'imprègnent du programme de la journée. À la charge, Dr Boel. Ça va? Vous avez quelles les tenues? Je vais vous donner une tenue. Les tenues sont légères, donc vous pouvez porter les tenues légères. Le temps des pleurs et des cris, voici venu le temps des rires, car la main de l'Éternel a été sur moi, et son oreille n'a pas été sourde pour écouter tous mes cris. Pour guérir, son versé à plaider ma cause, et vous avez été là pour me soutenir, donnant de vos moyens, vos prières, pour que je reste debout. Comme ça.
Non, je remercie vraiment Ascovi. Je remercie vraiment l'équipe d'avoir pris en charge toutes sortes de maladies. Par la grâce de Dieu, j'ai rencontré sur mon chemin le docteur Georges Bouelé, fondateur de l'association Ascovim, qui m'a donné l'opportunité de connaître qu'on peut aider à atténuer les souffrances des hommes qu'on aime. C'est ainsi que j'ai écrit des correspondances qui ont abouti aujourd'hui à leur venue. Au terme de ces 24 heures de travail non-stop dans ce centre de santé situé en contrebas de cette montagne, l'on retient que plus d'un millier de personnes ont été prises en charge à la grande satisfaction de la nature. Ras de marée qui ravage presque tout sur son chemin, le passage d'association des compétences pour une vie meilleure à Godola a permis de couper pour certains jusqu'à la racine les germes d'un mal qui avaient longtemps affadi leur journée. Aujourd'hui, grâce aux doigts qui restaurent le sourire, les populations de Godola renouent avec la joie de vivre. Mesdames, Messieurs, nous sommes contents que vous ayez encore respecté cet autre rendez-vous. Nous sommes en mission humanitaire du côté de Yaoundé. Nous sommes en partante pour Soua, dans un village aux environs. Mesdames, Messieurs, salut et bienvenue encore à cette autre édition de votre programme Secours Plus. Nous allons chercher à sauver la vie d'une maman d'une soixantaine d'années. Elle s'appelle Asne Bernadette. Nous allons vous présenter son cas dans quelques minutes seulement et voir dans quelle mesure nous pourrons tirer d'affaire cette maman qui souffre depuis un bon bout d'un énorme goitre au niveau de son cou. Nous y allons avec vous naturellement et c'est maintenant. Il faut toujours des efforts supplémentaires, couplés d'une touche de persévérance, pour pouvoir soutenir les âmes en peine dans leur détresse. On peut parfois parcourir des kilomètres pour les retrouver dans leur situation. Ressens ma douleur. C'est avec beaucoup d'enthousiasme et d'abnégation que l'équipe de Secours Plus a encore pris la route ce matin pour se rendre au chevet des malades indigents. Cette fois, ils se rendent à une vingtaine de kilomètres de la capitale politique Yaoundé, dans un village appelé Fekmimban, c'est dans la localité de Ceux, dans le centre. Accablé par mon sort, je crie à toi, Seigneur, entends ma voix, entends mon cri, entends mes pleurs. L'équipe rentrera sur une dizaine de kilomètres dans la forêt pour ainsi prendre connaissance d'un cas social, pour également le présenter aux âmes de bonne volonté afin qu'une solution urgence et idoine soit trouvée. Saisissons
qui languit. Entends ces cris qui viennent de cœur attristé. Voilà, mesdames, messieurs, nous venons de faire effectivement un très long voyage. Peut-être pas très long, on a quand même fait environ 30 km en quittant de Yaoundé pour ce village, Fakbimban, voilà, j'y arrive. Donc on a fait environ 10 km dans la forêt pour arriver dans ce village de Fakbimban par SE. Nous sommes venus rencontrer cette maman qui a justement un problème au niveau de son cou. Nous croyons que le problème peut être résolu si nous pouvons agir véritablement dans l'urgence. Donc nous vous prions de pouvoir davantage écouter, voir, rester comme ça devant ce programme jusqu'à la fin de cette émission et nous sommes certains que nous aurons eu à faire quelque chose de formidable. Alors ne quittez pas le petit écran, on continue. Ah voilà, nous avons justement notre maman avec nous. Voilà, comme vous constatez, voilà la maman qui nous amène dans ce village. Comme vous constatez, elle a un problème. On va avoir l'opportunité de bien voir de fond en comble son souci. Elle est albinos, comme vous constatez, et a besoin véritablement d'être vraiment dans la restauration. Elle a eu à se conserver, lorsqu'on voit, elle a une 60aine d'années. Elle a eu à se conserver déjà jusqu'à ce moment. Nous pensons que nous pouvons encore donner un coup de main pour qu'elle vive encore un peu plus longtemps. Et naturellement, nous pouvons le faire grâce à vous. Elle va nous conduire chez elle et on va causer un peu. Bonjour. Merci. On va chercher une bière aussi. Bernadette Asséné, 68 ans, est une grande mère charmante et dynamique. Elle est et a toujours été une femme forte et rigoureuse. Elle a éduqué ses 9 enfants dans le respect et le sacrifice pour obtenir ce dont ils ont besoin. Cependant, depuis 47 ans, l'âge de sa première fille, Bernadette souffre d'une masse au niveau de son cou. La maladie a commencé dès ma toute première grossesse. Quand j'ai donc accouché, quand j'ai accouché, c'est là que la maladie est arrivée. Cette fille aînée a déjà 47 ans aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'elle est? Tu as jusqu'à présent, cette maladie a toujours demeuré dans mon corps. Et quand je suis arrivé à mariage ici, j'ai déjà fait 9 autres enfants. Quand tu l'as épousée, est-ce qu'elle avait la maladie qu'elle a aujourd'hui? Exactement. Elle avait. On ne savait pas de comment faire. Elle a donné tous ces enfants-là. On n'avait pas de moyens à trouver comment faire. Bon, laisse-moi, je m'exprime tout à fait bien. Tous les petits moyens, on apporte les petits féticheurs, on met la lame ici, là. Que ça donne, ça ne donnait rien. Donc, non seulement on restait là.
on donne les enfants, on n'a plus rien, les enfants partent à l'école. Pour encore faire, nous sommes comme ça. Dieu est là. On fait quoi? Oh, voilà, on s'est debout là. Je vis dans les maisons des autres. Mes enfants sont même là. Ils ne partent même pas à l'école. Dieu, je dis, Jésus est là. Dieu est là. Depuis que moi je suis née, je ne connais pas comment sa maladie avait commencé, mais depuis mon enfance, je la vois avec ça. Depuis 47 ans aujourd'hui, elle a ça. Depuis qu'elle a accouché sa première fille, elle a cette maladie au cou. Donc il n'y avait pas vraiment assez de moyens pour qu'on puisse l'amener à l'hôpital. Donc si vous trouvez un moyen de nous aider, ça peut bien aller. On vous en supplie et on vous demande pardon. Bernadette a de temps en temps des douleurs au niveau de la gorge et parfois elle a des difficultés à respirer. Elle et son époux sont allés chez les guérisseurs sans trouver une solution et, depuis, faute de moyens financiers, elle n'a réellement pas fait beaucoup d'hôpitaux. Ma biti ka dwabrin manga ka dwabrin en tangan habe fara fara en tangan nyanga ba ka me bal me zing me nyamo ma fura illa me tu awum wanti me nu nyene far te tam me bal me se mo wa manga ba me bal be ti e deme tagayem. Elle dit que elle-même n'est pas allée à l'hôpital, mais c'est un missionnaire religieux, donc un missionnaire, un prêtre qui s'occupait soin d'elle de temps en temps et qui lui donnait un médicament où elle fallait mettre les gouttes. Et en dehors de ça, elle n'est pas allée. En dehors de nous, UPM, qui sont venus la conduire à l'hôpital. Mais je n'étais pas avec elle, mais j'ai marié ma femme. C'était un peu comme ça. Ça s'agrandit. On se dit, je vous ai dit qu'on prend les lames. Les lames, qu'on dit que ça peut partir, ça ne part pas. Ça ne part pas. Ça ne part pas. J'apporte même des gens qui massent des choses comme ça. Rien, ça ne fait que grandir. Je peux aller pour vous dire la pure. Je l'envoie même jusque là-bas. À Belabo, il y a quelqu'un qui peut perdre ça. Rien. Mais pourquoi vous l'envoyez seulement chez les gens qui peuvent faire perdre? Pourquoi vous ne l'envoyez pas à l'hôpital? On était à l'hôpital. Bon, on était à l'hôpital à Elat. Il y avait un prêtre là-bas qui m'a beaucoup aidé. On était à l'hôpital central. J'ai fait perdre mes 2 enfants là-bas. L'hôpital central a donné quelque chose là pour mettre ici. Bon, il a caché son plafond là. Il frottait là-bas. Ça, j'ai perdu mes enfants. On était dans le remède indigène. Est-ce que tu te rappelles comment ça s'est passé? On était à Bétois. Oui. Donc ça n'a pas toujours tenu. On allait aussi chez les prêtres. Ça ne tenait pas. Jusqu'à aujourd'hui, on est comme ça. Maman Bernadette a depuis sa jeunesse été victime de marginalisation et de stigmatisation et même de moquerie. À cause de son handicap et de sa maladie, elle a été plusieurs fois l'objet de railleries au point où elle s'en est habituée. Elle dit que dans ce volet, elle ne peut pas ouvrir sa bouche pour déclarer des choses négatives, injurieuses qu'on a toujours avancées contre elle et contre son époux.
Je suis habitué à la moquerie. La moquerie est toute ma vie. Si nous sommes au milieu au milieu de la famille, des autres populations, personne n'a mon temps. Quelqu'un me voit comme si la personne n'a même pas mon temps. Toute ma vie, c'est les moqueries envers ma personne, envers ma famille. Heureusement, depuis le début, son époux a toujours été d'un énorme soutien face à ses douleurs. Son amour pour elle n'a jamais flétri, au contraire, il a grandi de jour en jour malgré l'opposition au début de sa famille. Malgré ma souffrance. Ani côté ekpele nang. I ambane no mo ame nga dingma. Kumo ro sanga ba kpalga nya awo chusan i chamin ga belna kaliting. Akadinga nang. Il dit que quand j'ai rencontré mon mari, il y avait trop de stigmatisation, trop de dénigrement avec mon époux. Que comment tu peux aller chercher une albinos alors qu'il y a d'autres femmes plus que les albinos. Et c'est dans cet amour-là que nous vivons. Et son mari a donc répondu que moi j'ai déjà aimé ma femme, c'est ma femme, ce n'est pas votre femme. Et que mon mari ne m'a pas refusé, ni chassé, ni abandonné. Il ne m'a pas refusé. Vu que jusqu'à présent je suis dans ce foyer où... Jusqu'à présent, moi, nous avons déjà des enfants, arrière-petits enfants qui sont environ de 20. Elle dit qu'aucun de mes enfants ne se moque pas de Il y a quelque chose qui me fait rire chez les téléspectateurs, c'est que elle dit qu'aucun de mes enfants ne m'a jamais abandonné ni rejeté. Mais il y a quelque chose qui m'a marqué lors des naissances et pendant que mes enfants grandissent. Quand tu as la peau chocolat, les enfants te refusaient tout ce qui avait la peau chocolat et préféraient être avec elle qui a la peau d'albinos. Donc jusqu'à présent, elles ont grandi comme ça. Elles ne fréquentent pas assez ceux qui ont la peau chocolat, mais ceux qui ont la côtoient plus. Mais ce qui manque à mes enfants, de plus en plus, ce sont les moyens. Sinon, mes enfants devaient déjà m'aider à enlever cette masse du goitre. Donc, si je ne peux pas vous beaucoup dire ce qui se passe, je n'ai pas refusé ma femme parce qu'elle a la maladie, non. Justement, comment ça s'est comporté? Quand la maladie grossit, comme elle est là comme ça, est-ce que tu as continué à vivre avec elle sans problème? Mais avec tous les enfants que j'ai là, je ne l'ai jamais être déçu. Je dis qu'elle est mariée, elle a son état civil. Elle est monogame, elle n'est pas polygamie. C'est pour vous montrer ça. On se débat, manque de moyens. Je me débrouille avec ce que j'ai. Est-ce que ça a été facile que tu puisses vivre avec elle comme ça dans cette situation? Est-ce qu'il y a des gens qui se sont moqués de toi, d'elle? Non, je ne pourrais plus revenir sur ça. Ça, c'est autre chose. Je n'ai pas été que je regardais, c'est ma femme. Même si elle est malade, je viens, nous vivons, on a les enfants, on a... Bon, vous allez voir, je ne peux pas la refuser. Je l'ai mariée. Pas toi, les autres. Mais oui, on se moque avec moi. Ça, c'est vraiment, je ne peux plus revenir sur ça. Quelle moquerie. Comme j'ai marié une blanche, est-ce que quelqu'un ne fait pas avec les bosses comme ça? Ça ne me regarde rien. Je prie seulement Dieu. Bien sûr, les gens se moquent d'elle.
Moi, ça me fait mal, ça ne va pas gros que si vraiment j'avais vraiment les moyens, je pouvais y faire quelque chose pour elle. Une situation qui ne réjouit pas sa fille, qui souhaiterait vraiment que cette situation change. Bernadette a été conduite par l'association Urgence Plus Monde dans un centre hospitalier pour que son mal soit promptement diagnostiqué et qu'une solution adéquate soit proposée. Ça te fait tousser, c'est ce que je veux demander. Le docteur Mosius Yannick, chirurgien ORL, nous en dit davantage. L'apparence, c'est une tumeur de la glande thyroïde qui est une glande qui est en avant et en bas du cou, qui nous aide beaucoup dans le fonctionnement de notre corps et d'après c'est dit qui évolue depuis 1947, enfin depuis 47 ans, depuis qu'elle a mis au monde sa première fille et qui s'est compliqué de cette localisation vers le thorax, mais j'ai envie de dire en dehors du thorax, sous réserve des examens que nous allons faire, à savoir le scanner. Parce que c'est, comme on dit souvent, c'est une tumeur qui a tendance à évoluer un peu vers l'intérieur de la poitrine et à provoquer d'autres types de complications. C'est vrai qu'elle ne présente pas de tout, ou alors de blocage au niveau quand elle avale, c'est déjà un certain bon pronostic. Elle n'a pas aussi une modification de sa voix d'après son histoire. Donc voilà, et ça semble être une masse bénigne qui a une tumeur bénigne qui donc c'est pas un cancer, qui a juste été négligé et qui a évolué avec le temps. Donc, comme nous avons eu dans nos précédents cas, c'est très souvent des cas qui apparaissent très souvent chez des patients d'une certaine condition socio-économique qui n'arrivent pas à se faire soigner, à se faire opérer et qui malheureusement évoluent jusqu'à ce stade-ci. Si les moyens financiers sont donc mobilisés, Bernadette Asséné pourrait subir une intervention chirurgicale pour que cette masse soit totalement enlevée. On pourra alors faire examiner sa nature pour un bon suivi post-opératoire. Nous pensons que c'est une de nos patientes qui peut effectivement être bien opérée et être bien réinsérée auprès de sa famille et de sa communauté. Parce que comme je vous le disais, c'est une tumeur d'apparence bénigne. Elle a juste été négligée. Je pense comme ceci, sous réserve des examens que nous allons faire, à savoir le scanner et éventuellement après son opération, les examens, les comptes rendus des examens anatomopathologiques qui seront déposés au niveau du laboratoire. Bien, tu comprends? Oui. Par la grâce de Dieu et par la grâce de ceux qui sont aujourd'hui là pour t'aider, nous allons pouvoir te soigner et te permettre de continuer le reste de ta vie tranquillement, sans grandes inquiétudes. Tu comprends? Oui. Bernadette et son époux Dieudonné vivent de l'agriculture. Ils ont des champs non loin de leur maison qu'ils cultivent quotidiennement et vivent des produits de son sol. Ils peuvent parfois vendre le surplus pour avoir un peu d'argent pour la gestion des besoins familiaux. C'est grâce à cette activité qu'ils ont jusqu'ici pris soin de leurs nombreux enfants. Bien nhìn qua cha nên là ngắm qua mà ăn có buồn để bà nó phu với cực cây mông et bi bên à ma nhé. Mon mari et moi, nous vivons de l'agriculture. Donc cacao, maïs, plantain, manioc, etc., etc. Donc c'est l'agriculture que nous vivons. Manioc, maïs, cacao, orange, prune, etc., etc. C'est grâce à cette agriculture qui essaie de nous maintenir.
ban bien be te mu fo ba bona man de ni me belnya anye ko ngili binga que bien bonala. Elle dit donc que c'est grâce à cette agriculture qu'on a pu faire cette petite baraque et de l'autre côté. Nous nous menons quoi? On fait que les petits bananes. On a planté la plantation, elle et moi. Tout a été brûlé avec le soleil. Si on parle là, je ne sais même pas. Tout est brûlé. Ce qu'on a fait les avant là. Ouais. Les gens qui viennent travailler là, peut-être comme ma maison là, pour que je m'en vais dormir, on me charge là, bouf, fou là-bas. Je deviens comme leur manœuvre que je balaye leur maison. Pour boire le dental. C'est là que j'ai leur poursuivi qui me donne 200 pour que je paye le dental. Nous sommes en difficulté, mon docteur. Ce sont les difficultés. J'aime ma femme. Dieu m'aide. Jésus m'aide. Que ma femme soit guérie. Est-ce que ta famille, est-ce que tu as des frères et des sœurs qui peuvent t'aider? Je n'ai même plus rien. Voilà même ceux qui pourront m'aider. Voilà, est-ce que les tombes peuvent aider quelqu'un? Dans la tombe ne peut plus aider quelqu'un. Je viens d'appeler mon fils là que maintenant alors je ne sais même pas comment ta maman va voyager. Lui dit qu'il a même pas rien. Mais moi j'ai dormi à la femme. Combien? 2 semaines aujourd'hui, je ne mange rien et mon fils a... Ça me fait mal, ce sont les moyens qui ne sont pas que je peux l'amener à l'hôpital. Moi, ça me fait vraiment mal au cœur. Quand je la vois dans cet état, moi, ça me fait mal. Si j'avais les moyens, je devais déjà faire quelque chose pour elle, mais je n'ai pas. Je n'ai pas vraiment les moyens pour l'amener à l'hôpital. Et les autres membres de la famille? Ah, au fait, tout le monde est de son côté. Je vais vous dire quoi. Bernadette Asséné souhaite être différente malgré son âge avancé. Elle espère avoir un nouveau physique et une meilleure santé. ndu sume yanungwa ni kantami in vam zamanu ndu zon wa walme ma se sig dam ben tundi ti ku kunu ma ku we me so ne me se kanga ti ma sig dam ben tu no mo am ben sig dam ben amu an ti tama a bi mo ya sin na a ha se mo dom te a ti ngaba ke ti ba palme mama ke ti lang ban bon bam be se ba yi du. Elle est en train de dire que de son côté, du fond de son cœur, elle accepte pour que cette masse soit ôtée. Et il n'y a rien qui empêche que cette masse soit ôtée. Et en plus, mon mari ne peut pas refuser, y compris mes enfants. Donc j'ai la parfaite volonté, le parfait désir pour que cette masse-là me soit ôtée. Donc nous ne pouvons pas refuser que cette masse-là soit ôtée. C'est d'une voix et d'un seul cœur qu'ils ont décidé de se tourner vers les âmes de bonne volonté pour obtenir d'eux un soutien financier en vue de l'intervention chirurgicale dont maman Bernadette aurait besoin. Je demande de l'aide à mes frères, à mes parents. Tous mes parents. Mes parents. Tout ce qui est d'une personnalité, quelle que soit la personne. Sans oublier le Seigneur Dieu Tout-Puissant que nous avons confiance. Je vous en supplie, aidez-moi pour retrouver ma santé, car je la cherche depuis 47 ans. Je ne me reproche de rien parce que je ne sais pas
l'origine de ma maladie, comment elle est arrivée à s'installer en moi. Je n'ai qu'un lien de maléfique, j'ai juste besoin d'aide. Et puis, je n'ai pas peur d'aller à l'opération pour que je puisse mourir, mais j'ai confiance à Dieu que Dieu qui vous a envoyé ici, il va me ramener. Donc, je suis en train de dire que la première des choses, c'est que celui qui est dans les cieux écoute ma parole. Et que tout ce village ici puisse m'aider. Les chefs de village et tout le monde, même ceux qui sont encore plus hauts, qu'ils puissent m'aider. Avec Jésus. Oh oui, ma cana borbe sebenu oui. J'ai dit oui, que toute autorité, quelle que soit l'activité que vous êtes en train de mener, que vous puissiez m'aider. Vous puissiez m'aider. De l'aide pour qu'on peut la soigner, on enlève ce qu'elle porte au cou là. Ce n'est pas du tout bien. Je veux de l'aide. Les prêtres et les pasteurs, si on peut prier pour elle, pour qu'elle puisse trouver sa santé. Voilà, mesdames, messieurs, nous arrivons au terme de cette autre édition de votre programme Secours Plus. Nous nous apprêtons à repartir, à laisser justement toute cette famille dans l'espoir qu'une solution sera trouvée pour notre maman qui est juste ici à côté de moi. Elle, avec son époux, naturellement, comme vous constatez, sont dans l'espoir d'une intervention chirurgicale urgente pour le coup de notre maman. Nous croyons que chacun d'entre nous peut mettre la main à la pâte pour qu'elle puisse être opérée dans l'urgence. Vous avez suivi tout à l'heure, le médecin a confirmé qu'il y a une possibilité qu'elle puisse retrouver sa santé malgré son âge. Il faut rappeler qu'elle a 68 ans, elle atteint bientôt 70 ans. Elle s'est conservée formidablement malgré tout ce qu'elle a eu à traverser comme maladie et même malgré son handicap, même physique. Nous voulons comme cela lui venir en aide pour lui donner encore un peu plus de jours et des jours de bonheur pour cette famille qui jusqu'ici a traversé de nombreuses difficultés. Mais nous croyons que vous pouvez le faire comme d'habitude, vous allez le faire dans l'urgence. N'attendez pas, faites sonner le téléphone et nous nous précipiterons à mobiliser les fonds pour son intervention chirurgicale. C'est sur cet appel à l'aide que nous allons mettre la clé sur le paillasson de cette autre édition de votre programme. Au revoir, bonne santé à tous et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Par mon sort, je crie à toi, Seigneur, entends ma voix. Bon à savoir, il est bon de faire don de son sang. Toutefois, il faut être qualifié pour le faire. Voici quelques mesures à respecter. Il faut être âgé entre 18 et 65 ans. Ne pas être à jeun pendant la transfusion. Ne pas être enceinte ou allaitante. Ne pas avoir fait de fièvre il y a moins d'une semaine. Ne pas avoir de maladies chroniques comme le diabète, l'hypertension artérielle, l'asthme, la drépanocytose ou le cancer et bien d'autres. Ne pas être en période de menstruation ou avoir saigné il y a moins d'une semaine. Il ne faut surtout pas avoir fait un don de sang il y a moins de 3 mois. Sauvez des vies, mais ne risquez pas de perdre la vôtre. Salut à tous, mesdames et messieurs, et bienvenue dans le cadre de cette rubrique Entretien que nous avons le privilège et même le plaisir de vous offrir. À chaque fois, c'est un cadre qui met en duplex une thématique et un invité. Notre sujet du jour, les soins palliatifs. Nous voulons bien en parler en ce moment où le cancer et d'autres maladies suffisamment graves et sérieuses
font beaucoup de ravages. Notre invitée du jour est le docteur Dina Belmbassi. Elle est cancérologue, oncologue médical, expert en soins palliatifs, je préfère. Docteur Dina, bonjour. Bonjour. Avec vous, effectivement, nous allons éplucher le sujet des soins palliatifs pour essayer de comprendre avec nos téléspectateurs ce qu'il en est, ce qu'il en retourne et éventuellement quelles en sont les procédures et les méthodes ou les détails sur le plan de l'exécution. En quelques mots pour commencer, c'est quoi les soins palliatifs? Alors Aminatou, merci beaucoup de m'avoir invité sur ce plateau. Les soins palliatifs, je voudrais dans un premier temps dire qu'il s'agit d'une spécialité médicale aujourd'hui reconnue dans plusieurs pays. C'est toute action qui vise à améliorer la qualité de vie, non seulement du patient, mais aussi de sa famille, faisant face à une maladie limitant ou menaçant la vie. Et ceci passe par l'identification et la prise en charge efficace de la douleur, qui est le maître symptôme, qui altère la qualité de vie, mais aussi la prise en charge des problèmes psychologiques, des problèmes sociaux et des problèmes spirituels qui vont accompagner cette maladie-là et cette famille. En qualité d'expert en soins palliatifs, ce que vous êtes, à quel genre de patients avez-vous affaire en général? Alors nous avons affaire premièrement aux patients cancéreux. Donc tous les patients atteints de cancer sont des candidats pour les soins palliatifs. Aux patients atteints d'infection à VIH et très souvent à des stades tardifs, à des stades terminaux. Nous avons affaire aux patients qui ont des maladies rénales chroniques. Nous pouvons avoir affaire également aux patients qui ont des affections neurologiques ou cardiovasculaires limitant la vie. On peut citer en exemple un patient qui a fait un accident vasculaire cérébral et qui a une séquelle d'hémiplégie, qui va être à l'origine d'une limitation de son activité et qui induira par conséquent des problèmes psychologiques et sociaux parfois dans le contexte africain que nous connaissons. Étant donné que c'est une prise en charge spécifique, comme vous l'avez énoncé dès le départ, qui est donc habilité à les administrer, ces soins palliatifs? Alors, comme je l'ai dit tantôt, aujourd'hui, il y a une formation spécialisée en soins palliatifs sous d'autres cieux. Tous les pays n'ont pas encore reconnu les soins palliatifs comme une spécialité médicale à part entière. Pas encore, mais ça vient. Mais le Cameroun reconnaît la nécessité de délivrer des soins palliatifs aux populations. Je peux dire que sur le plan des professionnels de la santé, nous parlons des médecins, des infirmiers, des psychologues, des kinésithérapeutes, des nutritionnistes, tous ayant bénéficié d'une formation en soins palliatifs. Et sur le plan de la communauté, des leaders religieux peuvent être formés en soins palliatifs ainsi que des bénévoles communautaires. Les formations qui sont délivrées aux leaders religieux, aux bénévoles communautaires ne sont pas les mêmes qui seront délivrées aux professionnels de la santé, chacun agissant à son niveau en fonction de son domaine. Cela implique notamment, on peut le comprendre, qu'il s'agit en réalité d'une prise en charge pluridisciplinaire. Effectivement, c'est une prise en charge holistique pluridisciplinaire. D'accord. Puisqu'on parle justement de cette prise en charge, comment est-ce qu'elle s'effectue? Comment est-ce qu'il y a une procédure pour l'application de ces soins palliatifs ou alors médecine palliative? Comment est-ce que concrètement un patient qui est candidat à cette prise en charge, comment est-ce qu'il est entretenu? Qu'est-ce qu'on lui fait? Qu'est-ce qu'on ne lui fait pas? À quoi est-ce qu'il a droit? Qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce qui lui est réservé concrètement? Voilà, normalement, lorsque vous avez cette équipe holistique dans votre institution hospitalière ou alors dans votre communauté, tout patient identifié, soit par des bénévoles dans la communauté, soit par un professionnel de la santé au sein de l'hôpital, doit être vu par l'équipe de soins palliatifs. Donc parfois, le bénévole signale à l'équipe qu'il y a un patient dans la communauté qui a besoin de leur service, soit alors un professionnel de la santé signale à l'équipe qu'il y a un patient hospitalisé qui
a besoin de leur service, ou alors le patient vient directement consulter dans un service de cancérologie ou dans une unité de prise en charge des personnes vivant avec le VIH, par exemple. Donc, lorsque ce patient arrive en consultation, il subit l'enquête clinique holistique qui est délivré par le professionnel de soins palliatifs qui le reçoit en premier. C'est un préalable. C'est un préalable. Ça peut être l'infirmier, ça peut être le médecin, ça peut être le psychologue. Chacun fait l'enquête selon son domaine de compétence, mais doit couvrir les 4 aspects. Entendons bien que les soins palliatifs, c'est une prise en charge holistique. Oui. C'est une prise en charge globale qui doit tenir compte non seulement des aspects physiques de la maladie, mais des aspects psychosociaux et spirituels. Donc, l'enquêteur va suivre un questionnaire. Généralement, il y a des dossiers spécifiques pour l'enquête de soins palliatifs que l'enquêteur va suivre, qui lui permet de dégager les 4 problèmes majeurs à la fin de la consultation. En fonction de chaque cas. En fonction de chaque cas. Donc, patient X a peut-être le problème d'une douleur sévère et d'une déshydratation liée au vomissement. En plus de ce problème-là, patient X a perdu son boulot et est probablement une femme seule avec enfants à charge et se sent déprimée parce que ne sait pas comment faire pour subvenir aux besoins de ses enfants, subvenir, payer les frais médicaux. En plus de ça, ce patient peut se poser des questions existentielles. Pourquoi moi? Qu'ai-je fait? Et ce sont des éléments importants. Et ce sont des éléments importants. Dieu m'a abandonné. Toutes ces questions-là doivent être adressées par les professionnels de la santé, puisque toutes ces questions vont contribuer à améliorer la qualité de vie de ce patient. Donc, à la fin de l'observation de soins palliatifs, le professionnel de la santé dégage les 4 grands problèmes que peuvent présenter le patient et fait appel aux compétences des autres qui ne relèvent pas des siennes. Ça veut dire que si c'est le psychologue qui a vu le patient, il va solliciter le médecin pour continuer la prise en charge des problèmes physiques. Il va solliciter l'assistante sociale pour voir quelques aspects de la prise en charge sociale des problèmes que pose ce patient et sa famille. Okay. Et si le patient appartient à une obédience religieuse quelconque, on sollicite l'assistance de sa congrégation et très souvent nous préférons travailler avec les personnes qui sont formées parce qu'en soins palliatifs on dit que la spiritualité est un voyage mais la religion n'est que le moyen de transport. Ça veut dire que nous ne sommes pas là pour faire du prosélytisme ou amener quelqu'un dans une église quelconque, mais nous essayons de soutenir la personne du mieux que nous pouvons. Voilà. Pour sortir, j'aimerais que nous puissions clarifier un point essentiel. Parce qu'à vous écouter, des fois, on peut se dire que les soins palliatifs peuvent influencer d'une manière ou d'une autre, soit en retardant le temps du décès, ou alors soit le retarder, soit le rapprocher. Est-ce que c'est possible? Le rôle des soins palliatifs, je vais le dire en un mot. Il s'agit d'ajouter de la vie au jour et non des jours à la vie. Voilà, c'est important de le dire. De la vie au jour, ça veut dire que nous voulons que le moment que le patient vit soit meilleur, qu'il le vive bien. Il a une maladie qui menace ou qui limite sa vie, ce n'est pas pour cette raison qu'il doit souffrir. Donc, le cheval de bataille est la souffrance. Nous luttons contre la souffrance et sur tous ses aspects. Sur les aspects physiques, nous devons lutter contre la souffrance. Sur les aspects psychosociaux, nous devons lutter contre cette souffrance. Et sur les aspects spirituels également. Nous voulons que notre patient ait une meilleure qualité de vie, même s'il meurt aujourd'hui, qu'il meure sans souffrance. Docteur Dina, merci. Merci. Nous vous remercions pour votre disponibilité. Merci également à vous, chers téléspectateurs, de nous renouveler à chaque fois votre fidélité en regardant Secours Plus. Mais seulement ne regardez pas juste
Réagissez également aux cas qui vous sont présentés. Apportez du secours, apportez de la vie. Soutenez les malades démunis. Envoyez vos dons. Veuillez nous contacter pour les modalités pratiques. Bon à savoir, il est bon de faire don de son sang. Toutefois, il faut être qualifié pour le faire. Voici quelques mesures à respecter. Il faut être âgé entre 18 et 65 ans. Ne pas être à jeun pendant la transfusion. Ne pas être enceinte ou allaitante. Ne pas avoir fait de fièvre il y a moins d'une semaine. Ne pas avoir de maladies chroniques comme le diabète, l'hypertension artérielle, l'asthme, la drépanocytose ou le cancer et bien d'autres. Ne pas être en période de menstruation ou avoir saigné il y a moins d'une semaine. Il ne faut surtout pas avoir fait un don de sang il y a moins de 3 mois. Sauvez des vies, mais ne risquez pas de perdre la vôtre. C'est la pensée du mois. Ce qui compte, ce n'est pas ce que l'on donne, mais l'amour avec lequel on le donne. C'est une pensée de Mère Teresa. Merci pour tout votre soutien et restez fidèles à Secours Plus.